La chambre de l'astrologue, une légende tourangelle de Cécile-Joséphine Julie Lavergne. Donc 1823 à 1886. Nous avons sur ce conte en en-tête à Madame Étienne Cartier. Chacune d'elles avait les yeux obscurs et caves. Leur face était pâle et tellement amaigrie que la peau prenait la forme des os. Qui est un extrait de Dante du Purgatoire, le chant 23. Au printemps de 1675, alors qu'allait s'ouvrir cette campagne d'Alsace qui coûtait la vie au maréchal de Turenne, on ne voyait à Saint-Germain et à Paris que départs et préparatifs de guerre, et les adieux des gentilshommes qui partaient attrister la ville et la cour. Dans le jardin d'un bel hôtel du quartier Neuf, à Saint-Germain, la comtesse Marguerite se promenait appuyée au bras du comte Henri de Boisbriand-Lussot, colonel du régiment de Royale Cavalerie. Ils étaient sérieux tous les deux, et les yeux de la jeune dame témoignaient qu'elle avait pleuré. « Êtes-vous bien décidée à ce sacrifice ?» lui demanda son mari après un moment de silence. « Oh, ce n'est point un sacrifice auquel je me désigne, dit-elle. C'est une grâce que je vous demande. Je serai bien moins à plaindre en votre absence si vous me permettez d'aller à Lussot. Là, entourée de nos enfants et de votre sœur, je retrouverai mes anciennes occupations de châtelaine campagnarde, et je vous assure qu'il me sera plus agréable de prier pour vous avec nos bons paysans de Touraine que de me parer et d'aller, l'inquiétude et la mort dans l'âme, insister à la comédie et au jeu de la reine. Le roi sera contrarié de votre absence, madame. Vous savez qu'il n'aime pas que l'on quitte la cour, surtout quand le départ d'une partie de la noblesse la rend moins brillante. « Si mon départ déplaît au roi, dit la comtesse, je suis assurée que la reine m'approuvera et fera au besoin ma paix avec sa majesté. Ma mère ne quittait jamais la cour, dit le comte. Madame de Boisbriand étant dame d'honneur de la reine ne le pouvait pas, monsieur, mais moi, grâce à Dieu, je suis libre. Diane s'ennuiera, dit le comte, et ne pourra se consoler d'avoir quitté la cour. Henri, dit madame de Boisbriand, pardonnez-moi si je vous dis toute ma pensée. Je ne voudrais pas prononcer un mot qui pût vous offenser, mais je suis responsable de Diane depuis la mort de sa mère. Sa beauté, son amour des plaisirs, l'attention qu'elle attire, les succès qu'elle obtient, la faveur du roi, en un mot, m'effrayent. Je vous prie de ne pas interpréter mes paroles comme un blâme pour elle. Je l'aime autant que si elle était ma fille. Mais si j'étais la mère de mademoiselle de Boisbriand, j'aurais déjà quitté la cour pour l'amour d'elle. La voix de Marguerite tremblait en parlant ainsi, et une vive rougeur colorait son beau visage. Le comte l'avait écoutée en silence. Il réfléchit un instant. « Je vous comprends, dit-il. Vous avez raison et je vous en remercie. » Il baisa avec une respectueuse tendresse la main de sa femme, et le soir même, la comtesse commença ses préparatifs de départ afin de quitter Versailles quelques heures après son mari. Diane de Boisbriand était née au château de Saint-Germain, et sa beauté, son esprit et sa gentillesse l'avaient rendue, dès l'enfance, le jouet favori de la reine et des princesses. Vive et pleine d'agréments, elle faisait le charme des compagnies les plus élégantes et, sauf 2 années passées à la visitation, tout son temps s'était écoulé dans les fêtes. On l'avait surnommée la petite fée et rien ne résistait à ses charmes et ses grâces fantasques. Sa mère ne lui avait jamais rien refusé et son frère, le comte Henri, plus âgé d'elle de 20 ans, avait pour sa jolie sœur toutes les faiblesses d'un père. Diane ne craignait au monde que sa belle-sœur, la comtesse Marguerite, parfaitement bonne pour elle, mais qui réprimait quelquefois ses étourderies, et depuis la mort de la comtesse douairière, prenait tous les jours plus d'empire sur le cœur de son mari et le gouvernement intérieur de la famille. Les projets de départ de la comtesse furent annoncés à Diane et la consternèrent. Elle courut trouver son frère et le pria, le supplia de la laisser à Saint-Germain, chez quelqu'une des amies de sa mère. Pour la première fois de sa vie, elle essuya un refus. Elle pleura et s'écria « Vous voulez donc m'enterrer toute vive dans votre affreux château de Lussot ?» Mais le comte Henri fut inflexible et lui assura du reste que Lussot était un charmant séjour et qu'une saison passée au bord de la Loire dans le plus joli pays du monde, avec toutes les aises de la vie en compagnie de sa belle-sœur et de ses neveux, ne pouvait être considérée comme un enterrement. Le comte fit ses adieux et Diane, qui aimait beaucoup son frère, pleura, gémit et jeta les hauts cris si bien que sa belle-sœur ne put s'empêcher de lui dire « Vous oubliez, ma sœur, que vous êtes une Boisbriand
et que la devise de votre maison est « Patior Takeo ». Je souffre, je me tais. La comtesse dit adieu à son mari sans verser une seule larme, et le pria de bénir ses enfants. « Allez, monsieur, lui dit-elle, oubliez femme et enfants et ne songez qu'à bien servir le roi. » Mais dès qu'il fut parti, elle tomba évanouie, et fut pendant plusieurs heures entre la vie et la mort. À peine remise, elle voulut partir, et quelques jours après, ses carrosses s'étaient embarqués sur la Loire, à Orléans, et les dames de Luçon et leur suite naviguaient lentement vers Amboise. La beauté des rives de la Loire et l'innocent babil de ses petits-neveux distrayaient Diane. Elle avait d'ailleurs été profondément touchée de l'état où elle avait vu sa belle-sœur et lui témoignait beaucoup d'amitié. La comtesse Marguerite, de son côté, était pour elle d'une bonté et d'une grâce charmante. La première couchée se fit à Beaugency, la seconde à Blois, et dans l'après-midi du 3e jour de leur navigation, les voyageuses arrivèrent en vue des tours royales d'Amboise que doraient les rayons d'un beau soleil. L'intendant de Luçon attendait sur le port, et tandis qu'il veillait au débarquement et conduisait la comtesse et ses enfants à l'hôtellerie du Lion d'Or, Diane voulut absolument se faire conduire au château. Elle eut le temps avant la nuit de visiter la chapelle Saint-Hubert et les principaux appartements, et d'admirer la vue des campagnes et du fleuve au soleil couchant. Vraiment, se dit-elle, les rois d'autrefois choisissaient bien leur résidence, et Amboise devait être un plus agréable séjour que Saint-Germain et Versailles. Le lendemain matin, on attela de bonne heure, et sur la route d'Amboise à Luçon, était si jolie que Diane commença à se réconcilier avec son sort. Mais lorsqu'elle aperçut les sombres tourelles du château de Luçon, les créneaux, les machicoulis, le pont-levis et les corbeaux voltigeant autour du donjon noirci par 500 hivers, la jeune demoiselle se sentit frissonner. « Hélas, habiterons-nous cette prison ?» dit-elle. « Vous verrez comme elle est belle en dedans, » dit Marguerite. « J'y ai passé avec votre frère des jours bien heureux, et je vous assure que, s'il était là, Luçon me paraîtrait plus beau que Saint-Germain. » Tous les paysans du domaine étaient réunis devant le château et saluèrent leurs dames avec allégresse. Les jeunes filles et les enfants leur offrirent des couronnes et des bouquets de violettes, et des corbeilles de pommes ridées et de pruneaux de Tours, seuls fruits et seules fleurs que la saison présenta. La comtesse Marguerite n'entra pas au château avant d'avoir parlé à tous ces braves gens, et Diane, encouragée par son exemple, se montra fort gracieuse avec les jeunes filles. Puis les châtelaines entrèrent dans le vieux manoir, qui était tenu en bon ordre par d'anciens serviteurs, mais dont le mobilier datant du temps de Louis XI surprit étrangement la belle Diane par son austère simplicité. On lui avait préparé une chambre voisine de celle de la comtesse, mais désirant être libre, elle la refusa sous le premier prétexte venu, et en choisit une à l'étage supérieur. On l'appelait la chambre violette, ou la chambre de l'évêque, parce qu'un grand-oncle du comte actuel de Boisbriand, évêque de Tours sous Henri IV, y avait habité. La tenture de camailleux violet et les boiseries de chêne rendaient cet appartement assez sombre, mais la grande cheminée sculptée en marbre blanc qui la décorait, et surtout le large balcon de pierre d'où l'on dominait toute la vallée, plurent à mademoiselle de Boisbriand, et elle donna ordre à ses femmes de porter tous ses bagages dans la chambre violette. Après le dîner, on se promena dans le parc et on en soupa de très bonne heure. Toute la compagnie était fatiguée du voyage et la comtesse Marguerite donna le signal du coucher. « Y pensez-vous, ma sœur » s'écria Diane. « Il est 8 heures à peine. Sommes-nous devenus des poules ?»« Veillez si vous le voulez, ma belle petite sœur, » dit Marguerite. « Mais nos domestiques sont là, vos neveux tombent de sommeil et, pour moi, je n'en puis plus. Avec votre permission, je vais me coucher en même temps que mes enfants. Si vous voulez lire, voici les clés de la bibliothèque qui est voisine de votre chambre. Je vous souhaite le bonsoir. » « Mademoiselle la comtesse a bien raison, » dit la femme de chambre favorite de Diane, « et vraiment mademoiselle devrait bien faire comme elle. Voilà 8 jours que nous n'avons couché dans un bon lit, et quant à moi, je soupire après le mien. »« Eh bien, » dit Diane, « arrangez mes cheveux et allez vous coucher. Nicole, je me déshabillerai bien toute seule pour une fois, mais je n'ai point envie de dormir et je veillerai quoi qu'on fasse. » Nicole ne se le fit pas dire 2 fois. Elle accommoda les cheveux de sa maîtresse, apprêta le lit, attisa le feu, et se retira dans la garde-robe où elle devait coucher. Diane prit une bougie et passa dans la bibliothèque pour choisir un livre. Elle y vit un arbre généalogique sur un parchemin, orné de forts écussons peints et dorés, et quelques vingtaines de livres sur des rayons poudreux.
Elle monta sur une chaise et lut des titres, la plupart latins, et annonçant des ouvrages d'histoire, de théologie et de jurisprudence. Pas un roman, pas un conte, hélas. C'était une bibliothèque tout à fait épiscopale. La belle Diane soupira, et regardant autour d'elle, s'aperçut que cette pièce peu spacieuse avait une autre porte que celle par laquelle elle était entrée. Elle l'ouvrit et vit un escalier tournant, très étroit, qui montait dans une tour ronde. Elle hésitait à s'y attarder, lorsqu'une chauve-souris effrayée par sa lumière faillit l'éteindre d'un coup d'aile. Cet incident désagréable termina le voyage de découverte pour ce soir-là. Diane retourna dans la chambre violette, se coucha et s'endormit profondément. Le lendemain matin, à peine habillée, elle voulut aller dans la tour, mais la comtesse la fit prévenir qu'il était l'heure de la messe. Après la messe, il fallut déjeuner en famille, et il était plus de 10 heures quand Diane put s'échapper pour aller satisfaire sa curiosité. L'escalier de la tour la conduisit d'abord devant une porte fermée, puis sur la plateforme d'où elle put voir un magnifique paysage. Mais elle ne le regarda point, et la porte fermée seule l'occupait. Elle envoya Nicole chercher le vieil intendant, et lui demanda où conduisait cette porte. « C'est celle de la chambre de l'astrologue, mademoiselle, » fit le brave homme. Elle est appelée ainsi parce qu'un fameux astrologue appelé Albumazar de Cordoue l'a habitée du temps de la reine Catherine de Médicis. Il avait d'abord été à son service, mais il fut disgracié et chassé par elle du château de Blois. Il vint demander asile au comte de Boisbriand, votre trisaïeul, mademoiselle. Il passa plusieurs années au château de Luçon et enseigna, dit-on, à monsieur de Boisbriand plus de secrets magiques qu'il ne convenait à un chrétien d'en connaître. Les bonnes gens assurent que l'astrologue fut emporté, en chair et en os, par le diable, à cause d'un certain pacte qu'il avait fait avec lui. Ce qui est certain, c'est qu'Abulmazar disparut une nuit sans que personne ait pu savoir ce qu'il était devenu, et que monsieur votre trisaïeul fut blâmé d'avoir donné asile à un suppôt de Belzébuth. Cela ne lui porta pas bonheur, il mourut jeune et de mort violente. « Oh, je voudrais entrer dans la chambre de l'astrologue, » dit Diane. « Je ne vous le conseillerais pas, mademoiselle, » dit l'intendant. « Et cela quand même, la porte serait grand ouverte, mais elle est condamnée depuis bien longtemps. C'est monsieur le comte qui en a la clé. Il ne me l'a jamais confiée ainsi qu'à personne. Pour moi qui suis ici depuis 50 ans, je ne suis jamais entrée dans cette chambre. Mademoiselle a-t-elle quelque autre ordre à me donner ? » « Aucun, » dit Diane d'un air boudeur. « C'est fort contrariant. Il pleut, je ne puis sortir, et le seul endroit de ce vilain château où je voudrais entrer est fermé à clé. »« Si mademoiselle voulait visiter la salle d'armes, » dit l'intendant, « elle y verrait des choses bien curieuses. »« Oh, je ne me soucie point de ces vieilles ferrailles, » dit Diane. « Vous pouvez vous retirer. » Marguerite vint elle-même lui proposer de commencer une belle tapisserie. Elle y consentit d'un air ennuyé. Puis, le temps redevint beau, on descendit au jardin, un courrier arriva apportant de bonnes nouvelles du comte. Plusieurs châtelaines des environs vinrent faire visite aux dames de Luçon, mais rien ne pouvait distraire Diane de son idée fixe. Elle ne pensait qu'à trouver le moyen d'entrer dans la chambre de l'astrologue. Elle retourna le soir, le lendemain, tous les jours, regardait cette porte fermée, et tantôt la secouant, tantôt appliquant un œil au trou de la serrure, elle cherchait à deviner ce que pouvait contenir le réduit mystérieux. La serrure ouvragée était ornée de salamandres finement ciselées, la porte était en chêne, garnie de pentures solides, et par le trou de serrure, on apercevait une grande cornue en verre de Venise posée sur un trépied. Impossible d'en savoir davantage, et les jours, les semaines et les mois s'écoulèrent sans rien changer la situation. Or, un jour que Diane, impatientée de ne rien trouver d'amusant à lire dans la bibliothèque, s'était décidée à monter à l'échelle et à inventorier les rayons supérieurs qui contenaient quelques manuscrits à miniature, elle fit, en déplaçant l'un d'eux, tomber un objet de métal et descendit de l'échelle pour le ramasser. C'était une assez grosse clé dont l'anneau était orné d'une salamandre. À cette vue, Diane bondit de joie et, s'élançant dans l'escalier, courut essayer la clé à la serrure aux salamandres. Et elle l'ouvrait. En entendant grincer la penne rouillée, la jeune fille hésita un instant. « Je ferais mieux, se dit-elle, d'aller demander la permission à ma sœur, mais elle me la refuserait. Elle est si sage, si soumise à tout ce que veut mon frère. Bah, après tout, l'astrologue n'y est pas, puisque le diable l'a emporté. » Et la digne fille d'Ève entra dans la chambre mystérieuse. C'était une pièce presque ronde, voûtée, éclairée par une seule fenêtre ogivale et meublée très simplement. Un lit à baldaquin dont les tapisseries rongeaient des verres tombés en lambeaux, un fourneau de chimie, une cheminée à hotte saillante, un bahut, un grand fauteuil,
2 tables surchargées de creusets et de cornues encombraient cette pièce. Du reste, ni tête de mort, ni chouette empaillée, rien d'effrayant, mais force toile d'araignée et beaucoup de poussière. Diane s'attendait à mieux. Elle ouvrit le bahut. Il ne contenait que de vieux vêtements et que les mythes avaient réduits à l'état de charpie. Mais sur une des tables, devant le grand fauteuil et près d'une antique lampe de fer à 3 becs, un assez gros manuscrit relié en cuir noir et dont les fermetures étaient ornées de signes cabalistiques attira l'attention de Diane. Il était ouvert comme si l'hôte qui habitait jadis cette chambre eût été obligé de suspendre son travail à l'improviste, et en effet la ligne restait inachevée. La plume tombait à terre, et l'écritoire renversé qui avait taché quelques-unes des pages du manuscrit témoignait que la veillée de l'astrologue avait été violemment interrompue. Diane, ne se souciant pas d'être surprise en flagrant délit de curiosité, s'empara du manuscrit, referma la porte et cacha soigneusement le livre et la clé dans la chambre violette. Le soir même, dès qu'elle fut seule, elle se mit à lire le manuscrit. Il était écrit en français assez lisible, et lorsque minuit sonna, Diane était encore occupée à déchiffrer les pages jaunies de ce traité de nécromancie. Le lendemain matin, un courrier apporta des nouvelles inquiétantes. La campagne traînait en longueur, le général Montecuccoli harcelait les troupes françaises en évitant de livrer bataille, et bientôt la mort de Turenne vient jeter le découragement dans l'armée. Puis, les courriers n'arrivaient plus. Et l'inquiétude des châtelaines devint telle que la comtesse Marguerite elle-même regretta d'avoir quitté Saint-Germain, ou du moins elle aurait eu de fréquentes nouvelles de la guerre. Elle avait appris la mort de plusieurs gentilshommes, amis ou alliés de la famille, et tremblait qu'on ne vînt lui annoncer celle de son mari. Diane partageait toutes les angoisses de sa belle-sœur, et de plus n'avait pas, comme elle, pour les surmonter, la ressource de la prière et de la confiance en Dieu. Diane n'était chrétienne que de nom, et enviait souvent la patience et la résignation de Marguerite. « Oh, disait-elle, quel supplice de ne pas connaître l'avenir! Cette incertitude nous tue. »« Hélas, petite sœur, disait Marguerite, c'est au contraire une grande bonté de Dieu que de nous l'avoir caché. L'espérance des dommages de l'incertitude, et c'est bien assez de souffrir quand l'heure du sacrifice est venue sans la connaître d'avance. » La comtesse passait des journées et des nuits presque entières à la chapelle, et ses petits-enfants seuls pouvaient la faire sourire. Quant à Diane, inquiète, agitée, elle montait 20 fois le jour au balcon pour regarder si quelque messager n'apparaissait pas sur la route ou, faisant seller son cheval et celui de l'intendant, galopait alors jusqu'à Amboise et revenait sans rien avoir appris. Un soir, c'était à la fin août, alors que les nuits deviennent longues et que de nombreuses étoiles filantes parcourent le ciel, Diane, lasse de les regarder, quitta le balcon et, s'asseyant, ouvrit au hasard le livre de l'astrologue. La page qui lui tomba sous les yeux lui avait toujours paru incompréhensible, mais tout d'un coup, par une intuition subite, elle en pénétra le sens. « Si ce livre dit vrai, s'écria-t-elle, il y a ici même dans la chambre violette un lutin, un esprit qui m'entend. Hôte invisible du château de mes pères, toi dont j'ose prononcer le nom pour la première fois. Orson, si tu es là, frappe 3 coups. » Elle écouta, et 3 coups secs frappés sur la boiserie lui répondirent. Diane était une fille de croisée et ne s'effrayait pas facilement. Elle sentit cependant son visage devenir froid. Mais elle se raidit et dit d'une voix ferme. « Si tu peux me donner des nouvelles de mon frère, frappe 1 coup. Sinon, frappes-en 3. » 3 coups furent frappés. « Tu n'es qu'un sot esprit alors !» s'écria Diane avec colère. « Me faudra-t-il donc évoquer les âmes du purgatoire? Si oui, frappe 1 coup. » Un coup ferme retentit. « Eh bien, dit-elle, qu'il en soit ainsi. Je veux savoir des nouvelles de mon frère, et dussé-je évoquer tout l'autre monde, je le ferai foi de bois brillant. » Elle feuilleta son livre, plaça sur la table un sablier entre 3 bougies allumées, et un peu avant minuit commença, d'une voix lente, à lire une formule d'évocation où elle nomma tous ceux de ses parents défunts dont les noms lui revinrent à la mémoire. Minuit sonna à l'horloge du château, et au moment où les derniers grains de sable tombaient, et où la dernière vibration de la cloche se perdait dans l'espace, la tapisserie violette du fond de la chambre se souleva d'elle-même, et une procession de fantômes entra lentement. Ils se rangèrent en silence autour de Diane, et, levant leur suaire, découvrirent leurs visages pâles. « Fille des bois brillants, dit l'un d'eux, pourquoi appelles-tu nos pauvres âmes souffrantes ?» Diane voulut les interroger, mais sa voix s'arrêta dans son gosier. Muette d'effroi, elle regardait tous ces visages inconnus. Tout à coup, ses cheveux se dressèrent et elle jeta un cri d'angoisse.
La noble figure de son frère, du comte Henri de Boisbriand, était devant elle, et, de ses deux mains, il pressait sur sa poitrine un linceul ensanglanté. « Henri !» cria-t-elle. « Priez pour moi, Diane de Boisbriand, » dit-il. « Mon corps repose dans une tombe sanglante, et mon âme souffre d'effroyables tourments. » Elle n'en entendit pas davantage et tomba, comme si elle eût été morte. Nicole accourut et bientôt tout le château fut en rumeur. Le lendemain et les jours suivants, la comtesse Marguerite veilla près de sa jeune sœur, que dévorait une fièvre ardente. À toutes les questions, elle répondait d'un air égaré. « Je souffre, je me tais. Ma sœur, ô pitié, ne m'interrogez pas. » Enfin, la fièvre disparut, mais la jeune malade tomba dans un marasme effrayant. En vain, sa sœur et ses neveux l'entouraient de soins et de caresses. En vain, la comtesse lui assurait qu'elle avait de bonnes nouvelles d'Henri. Rien ne réjouissait la pauvre Diane. « On me trompe, » disait-elle. « Je l'ai vu, il est mort !» Et l'horrible vision était toujours devant ses yeux. Elle repoussait même le prêtre qui essayait de la consoler, et Marguerite, désespérée, croyait que la raison de sa sœur était perdue à jamais. Un jour, la malade s'était endormie, et Marguerite était près d'elle. Une de ses femmes revint lui dire à voix basse. « Madame, un cavalier vous demande, il arrive de l'armée. » La comtesse tremblante courut hors de la chambre. Un homme l'attendait dans la pièce voisine. C'était le comte Henri qui, dans son impatience, avait devancé ses gens et venait d'arriver à franc-étrier. Elle s'élança dans ses bras, mais à peine lui eut-il dit « Où est ma sœur ?» qu'elle fondit en larmes, et il lui raconta l'étrange maladie de Diane. Le comte Henri, fort affligé, lui dit « La joie de me revoir la guérira, j'espère. » Et prenant ses deux enfants par la main, il alla s'asseoir près du lit de Diane. Celle-ci ouvrit les yeux et jeta un cri. « Encore toi, âme chérie de mon frère, que me veux-tu » ? « Je ne suis pas une âme, » dit le comte, « mais bien vivant. La campagne est finie et je reviens, grâce à Dieu, sans blessure. Embrassez-moi, chère petite sœur. » Elle lui jeta ses bras autour du cou et pleura longtemps, sans pouvoir dire un seul mot. Sa convalescence fut longue, ses rêves de la nuit lui retraçaient la vision. Elle croyait toujours entendre frapper sur la boiserie et voir entrer les fantômes dans la chambre violette. Elle pria sa sœur de la faire transporter dans un autre appartement. Peu à peu, ses forces lui revinrent et elle confessa sa faute au bon curé de Luçon. Celui-ci se fit remettre par elle le livre magique et la clé de la chambre de l'astrologue, et les donnant en compte, l'engagea fortement à brûler tout ce que contenait ce lieu maudit, à ne jamais questionner sa sœur sur la cause de sa maladie. Dès que Diane put marcher, Henri lui proposa d'aller à la chapelle. Appuyée sur le bras de son frère et sur celui de la comtesse, la jeune et pâle convalescente sortit de sa nouvelle chambre et entra dans la galerie qui conduisait à la tribune seigneuriale. Cette galerie, ornée de panoplies et de portraits de famille, était alors éclairée par un beau soleil. Les yeux de Diane se fixèrent sur un portrait, et elle s'écria « C'est lui que j'ai vu !»« Vous l'aviez donc déjà remarqué, ma sœur ?» dit Marguerite. « N'est-ce pas qu'il ressemble étonnamment à mon mari ?» Diane chancelait. Son frère la fit asseoir en face du portrait. « C'est vrai. Si ce n'était le costume et le cadre, on le croirait fait d'hier. Il a pourtant plus d'un siècle de date, dit le comte. Et lorsque Chloé le fit, d'après mon trisaïeul Henri Ier de Boisbriand, il ne prévoyait pas assurément la figure que j'aurais. Vous lui ressemblez donc aussi, ma sœur. Le type de notre famille s'est conservé d'une façon surprenante. Et comment est mort votre trisaïeul ? Demanda Diane. Fort tragiquement, dit le comte, pour une bien mauvaise cause. Un méchant astrologue dont il s'était entiché lui avait prédit et conseillé certaines choses qui le déterminèrent à prendre part au complot calviniste de la Renaudie, et il fut tué à ses côtés dans la forêt de Château-Renaud en 1560. Sa veuve le vengea en faisant enlever de nuit l'astrologue qu'elle livra à pieds et poings liés à Catherine de Médicis. Cette reine, peu miséricordieuse, comme vous savez, fit pendre le maudit sorcier qui blasphéma jusqu'au pied de la potence. « Je veux faire dire des messes pour lui, » dit Diane. « Pour l'astrologue » s'écria son frère. « Ce serait perdre votre latin, ma sœur. »« Non, » dit Diane. « C'est au comte Henri que je pensais. Je prierai pour lui toute ma vie.
Oh mon frère, il y a plus d'un siècle que son corps repose dans une tombe sanglante, et son âme souffre encore d'effroyables tourments. Et qu'en savez-vous? Dit Henri. Pour moi, je pense qu'il est en paradis depuis longtemps. C'était un brave et loyal seigneur fort aimé de ses vassaux, et on n'est pas perdu pour avoir conspiré une fois et mangé un peu de vache à Colas. Mon frère, dit Diane, la justice de Dieu est inflexible et le ciel bien difficile à gagner. Elle ne put se relever et son frère et sa sœur l'emportèrent dans leurs bras. Sa jeunesse finit par triompher de la maladie et bientôt les médecins déclarèrent que Diane pouvait être ramenée à Saint-Germain. Marguerite vint le lui annoncer, s'attendant à voir éclater sa joie. Mais Diane répondit avec un grand calme. « Puisque j'ai la force d'aller à Saint-Germain, je pourrai bien aller jusqu'à Blois. Veuillez m'y conduire, ma chère sœur. Je désire, avant de rentrer dans le tumulte de la cour, faire une retraite de 8 jours à la Visitation. » La comtesse ne s'étonna pas de ce désir et accompagna sa jeune sœur au monastère des filles de Sainte-Marie, que gouvernait alors la mère Paul Hiéronyme de Montoux. 8 jours après, elle revint avec le comte Henri pour la ramener à Luçon, mais la belle Diane leur apparut derrière la double grille couverte du voile blanc des postulantes et déclara qu'elle ne sortirait plus du monastère. Les larmes de son frère et de Marguerite n'ébranlèrent point la résolution de la jeune fille, et après avoir mis sa vocation à l'épreuve par toutes les instances que l'affection put leur inspirer, ils retournèrent sans elle à la cour. L'année suivante, Diane de Boisbriand prit l'habit et devint sainte religieuse. Elle ne mourut qu'en 1744, âgée de 85 ans et ayant été 7 fois supérieure du monastère de Blois.